Les jardins zen. Des œuvres d'art à la beauté étonnante. Arrangements énigmatiques de pierre et de sable. Paysages miniatures composés de buissons, d'arbres et d'eau. Ces jardins sont-ils davantage que de simples répliques de la nature? Les interprétations sont nombreuses, mais les mots sont-ils à même de décrire l'essence des jardins zen? Kyoto, ancienne capitale impériale et métropole culturelle du Japon. Une fourmilière chaotique et bruyante, digne représentante du monde moderne. Mais Kyoto est aussi un lieu propice aux enseignements spirituels. Car entre kitsch et commerce, culture et tradition ont toujours leur place. Un sanctuaire bouddhiste au cœur d'un temple de la consommation. Pour les Japonais, il n'y a là rien d'incompatible. La nature joue un rôle important dans leur vision traditionnelle du monde. Chaque printemps, la floraison des cerisiers mobilise toute la population. La beauté de la nature et son caractère éphémère renvoient les Japonais à leur propre fugacité. C'est sans doute pour cela que les jardins, considérés comme des duplicata de la nature, exercent sur eux un attrait si particulier. Le jardin de pierre du temple Ryoanji est probablement le plus célèbre et le plus visité du Japon. Il s'agit d'un kale-sansui, un archétype du jardin japonais dépourvu d'eau, de plantes et d'arbres. Vraisemblablement aménagé à la fin du XVe siècle, la date exacte de sa création reste inconnue, tout comme son concepteur. Ce kale-sansui est composé de 3 groupes de rochers, 15 pierres au total, posées sur du gravier très fin. Leur disposition a donné lieu à de multiples interprétations. Certains y ont vu une mer ponctuée d'îles. D'autres, des sommets montagneux émergeant d'un océan de nuages. D'autres encore, une tigresse qui conduit ses petits en sécurité sur la rive. Mais aucune de ces interprétations n'a pu être validée, ce qui laisse la possibilité au visiteur d'y voir ce que bon lui semble, en fonction de ce qu'il ressent. Il peut ainsi apprécier l'interaction des groupes entre eux et les espaces qui les séparent, percevoir la tension, mais aussi l'équilibre, le vide et la plénitude qui se dégagent du jardin. Il y verra peut-être la réduction de toute chose à son essence même, la voie du zen. De par sa conception, le jardin de pierre de Ryoanji est unique en son genre. Le temple Tofukuji. Édifié au XIIIe siècle, Tofukuji est le temple principal de l'école Linzai, l'une des 3 écoles du bouddhisme zen. Comme beaucoup de temples à Kyoto, il a été victime d'un incendie et reconstruit au XVe siècle, agrémenté de nombreux bâtiments annexes et de jardins. Situé en hauteur, l'un d'eux est un jardin de contemplation, divisé en 2 parties. L'une est un jardin sec, composé d'une surface en gravier,
ratissée en damier. En face, de l'autre côté de l'allée centrale, un jardin à étangs. Ponts et passerelles y créent des perspectives qui agrandissent l'espace. Les jardins les plus célèbres de Tofukuji sont les 4 qui ont été aménagés en 1939 autour du Hojo, la résidence de l'abbé. Ils sont l'œuvre de l'architecte paysagiste japonais le plus connu du XXe siècle, Mie Shigemori, qui a su allier tradition et modernité. Ces rochers aux arêtes acérées, par exemple, n'auraient jamais été placés dans un jardin traditionnel. Ici, dans le jardin sud, ils représentent des paysages, mais sont aussi des sculptures à part entière. Les cercles et les vagues tracés dans le sable symbolisent la mer déchaînée. À l'autre bout du jardin, 5 monticules recouverts de mousse représentent les Gozan, les 5 principaux temples du bouddhisme zen à Kyoto. Le pin est régulièrement taillé afin que ses proportions restent en harmonie avec son environnement. Dans le jardin est, des fragments de ponts recyclés représentent la constellation de la Grande Ourse. Ici, le gravier symbolise non pas l'eau, mais le firmament. Dans le bouddhisme, cette constellation est considérée comme l'un des sièges des divinités, le pôle nord céleste étant le centre de l'univers. Pour le jardin nord, Shigemori a conçu un damier de pavés et de coussins de mousse carrés. Le motif se dilue progressivement en direction du nord-ouest, créant une impression d'espace, presque d'immensité. Le jardin ouest est lui aussi un jardin sec. Les décors de ce genre sont innombrables à Kyoto. Pour les citadins, le temps est rare et précieux, parfois trop rare pour s'accorder une pause introspective prolongée. Adossé à une colline à la périphérie de Kyoto, un temple ouvre ses portes à ceux qui souhaitent se recentrer sur eux-mêmes. Lieu de retraite d'un shogun au XVe siècle, le temple Ginkakuji
accueille aujourd'hui les participants à une séance de zazen, une pratique fondamentale du bouddhisme zen. Za signifie assis, zen, méditation, concentration. Le but de cette pratique est d'unifier le corps et l'esprit. La méditation assise est un exercice pour le corps et pour l'esprit. Son objectif ne peut être atteint que si l'esprit se vide totalement. Il ne faut ni penser, ni compter ses inspirations. Le zazen, c'est tout simplement être assis, sans attendre quoi que ce soit. Je ne sais pas si un étranger peut comprendre le concept de Mu, un état d'âme qui relève du néant. L'expérience de cet état d'âme, même si elle n'aboutit pas, peut apaiser l'esprit. C'est pour cela que je pratique le zazen. Le zazen n'est ni un état d'esprit spirituel, ni une retraite dans des hautes sphères méditatives. Bien au contraire. L'objectif est d'être dans l'ici et maintenant. Ne pas penser, mais être, tout simplement. L'esprit s'apaise. C'est comme une délivrance. Dans mon travail, je suis toujours en relation avec beaucoup de monde et mon esprit est sans cesse agité. Le zazen fait partie de la culture japonaise et permet non seulement de maîtriser ses agitations, mais aussi toutes sortes de désirs. Rester assis dans la bonne position pendant 1 heure est une performance physique. Parfois, le moine doit soulager une tension. Le temple Ginkakuji possède un vaste jardin sur 2 niveaux. Le niveau supérieur accueille une surface en gravier ratissé, appelée Ginshadan, la mer de sable argenté. Devant le pavillon du shogun se dresse un cône de gravillon tronqué, baptisé Kogetsudai, la colline pour admirer la lune. La légende dit que depuis son pavillon, le shogun admirait le clair de lune qui baignait cette plateforme.
Le jardin n'a probablement pas toujours eu cet aspect-là. Depuis plus de 500 ans, il supporte averses, tempêtes, canicules et doit donc régulièrement être restauré et amélioré. Chaque jour, des milliers de visiteurs viennent admirer ce jardin. Que représente la surface de sable et le cône tronqué? C'est la question qui revient sur toutes les lèvres. Je ne donne volontairement pas d'explication sur le Ginshadan et le Kogetsudai. Si j'en parle, je risque de transmettre des idées préconçues aux gens qui viennent les voir. Car l'important est de chercher des réponses soi-même. Cette recherche fait partie du Ginshadan et du Kogetsudai. L'important n'est pas de trouver la réponse, mais de méditer sur la question, de se centrer sur soi-même. Chupo est maître en ikebana au temple Ginkakuji. La pensée zen est au centre de son art. Le cœur des hommes est l'âme des fleurs, dit un proverbe japonais. Il faut vider son esprit. Faire le vide ne veut pas dire que plus rien n'existe. Pour voir les choses d'une façon juste, il faut que l'esprit soit vierge, immaculé. Nous recevons toutes sortes d'informations visuelles ou sonores, et il est important de ne pas se laisser troubler. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est très réaliste d'entendre une voix. L'homme ne peut pas surpasser la perfection de la nature. Voilà pourquoi les branches et les fleurs qui lui sont enlevées doivent être réarrangées en un autre lieu, avec un sens de l'esthétique très poussé, afin qu'elles deviennent des œuvres d'art. Le temple Genkoan de Kyoto a été fondé en 1346. Il appartient aujourd'hui à l'école Soto, un autre grand courant du bouddhisme zen. Le terrain qui jouxte l'arrière du jardin principal est habilement intégré à ce dernier, créant ainsi une impression d'espace.
Un petit jardin sec est également aménagé entre les ailes du bâtiment. Le Bouddha a dit « L'illumination, c'est la fin de la souffrance ». 2 fenêtres ont été enchâssées dans une paroi extérieure. Nous appelons celle-ci la fenêtre de Hoenn. Cette fenêtre carrée représente le monde dans lequel nous vivons, avec les souffrances expliquées par Bouddha. La naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. Autrement dit, elle représente les 108 tourments que nous appelons Bonno. La fenêtre ronde est appelée la fenêtre de Satori. Satori étant l'illumination de Bouddha qui a atteint la vérité absolue. Cette fenêtre représente aussi l'univers. L'univers n'a pas de limite. Il est immense et sans contour, et représente l'état extrême de la liberté et de la tolérance. Ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on voit par la fenêtre, mais ce que nous voyons en elle, et donc en nous-mêmes. La propriété privée de Kedo, peintre, écrivain, compositeur et grand prêtre zen. Le refuge est bien protégé des bruits de la ville. C'est dans cette oasis que le prêtre pratique le zazen. Et pour lui, ce n'est pas une contradiction. Zazen, c'est le même monde que les jardins zen. Ils sont faits de pierre et de sable. C'est un monde immuable où il n'y a pas de saison. Mais je ne fais pas zazen tous les jours de l'année. Quand je mange, que je discute avec des gens, c'est un autre monde. Mais je vis simultanément dans ces 2 mondes. Quel est donc le véritable rôle des jardins zen ? Si la voie qui mène à l'illumination peut être empruntée par le zazen, la méditation assise, les jardins zen seraient-ils totalement superflus ? Les répliques de la nature, la mousse, les rochers et le gravier, ne seraient donc que de simples œuvres d'art décoratives ? La spiritualité semble avoir perdu beaucoup de terrain à Kyoto. Pour trouver la voie du zen, il est peut-être intéressant de s'éloigner du monde moderne et de s'isoler dans la nature. C'est non loin de la côte nord du Japon, sur un plateau montagneux difficile d'accès, que se dresse le temple zen Antaiji.
Ces novices ont décidé de vivre à Antaiji, certains juste pour quelque temps, d'autres à demeure. Jadis basé à Kyoto, le temple a été délocalisé dans les années 70. L'isolement dans ces montagnes semblait parfait pour un nouveau départ, selon les enseignements du Bouddha. La vie des habitants d'Antaiji est entièrement basée sur le travail et le zazen. La totalité de nos tâches concerne les repas, la production de notre nourriture. Nous coupons aussi le bois pour nous chauffer et cuisiner. Et nous faisons toutes les réparations nécessaires dans le temple. Tous ces travaux très pratiques ont un but et un sens. Ils nous permettent de savoir très concrètement d'où viennent les choses qui nous maintiennent en vie. Quant aux tuiles sur le toit que nous avons au-dessus de nos têtes, nous sommes bien placés pour savoir qui les a posées. Mais notre vie serait très monotone si elle se limitait à cela. Pour équilibrer ces tâches matérielles, nous passons une grande partie de nos journées tout simplement assis sur un coussin. Si on me demandait « Dans quel but faites-vous cela ?», je répondrais « Aucun ». Nous ne poursuivons aucun objectif, hormis celui d'être tout simplement là, à 100%, assis sur nos coussins. Là, devant ce mur, notre corps et notre esprit ne font plus qu'un, sans nul autre objectif que de laisser passer le temps. Voilà ce que nous faisons 5 heures par jour pendant le zazen. Nous laissons défiler les minutes, tout simplement. Le temple d'Antaiji possède plus de 50 hectares de terrain. À Antaiji, la règle de base est de travailler dur, d'étudier le bouddhisme et de s'exercer au zen. Bien que difficile à cultiver, la terre nourrit les pensionnaires du temple. Chaque membre doit donner le meilleur de lui-même pour le bien de toute la communauté. On fait ce qu'il y a à faire, sans prendre en compte les préférences de chacun. Chaque membre doit s'adapter au groupe, ce qui veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut. L'objectif de cette démarche est de nous aider à nous libérer de notre ego, de l'idée qu'on est important, que l'on contrôle notre vie. Le but est de lâcher prise et de laisser les choses se faire naturellement. Grâce au lâcher-prise, la moindre action devient un exercice zen. Pour faire vraiment partie d'un tout, l'individu doit devenir insignifiant. Mais c'est justement pour cette raison qu'il porte la responsabilité de ses actes.
Le jardin zen du temple doit être agrémenté d'un nouveau rocher. Cette pierre a le mérite d'être à portée de main. Elle fera donc très bien l'affaire. La décision des moines est pragmatique. Par ailleurs, aucun d'eux ne s'y connaît vraiment en architecture paysagère. Quand on cultive notre potager ou que l'on cuisine, c'est tout aussi zen que ce que je suis en train de faire là. Aménager le jardin zen n'est pas plus zen que toutes les autres choses que nous faisons. En fait, on pourrait très bien s'épargner ce travail. L'important, ce n'est pas ce que l'on fait, mais comment on le fait. Installer ce rocher, replanter la mousse, est un processus zen, comme tout ce que nous faisons. Faire les choses de façon zen, cela veut dire être entièrement à ce que l'on fait, tout le temps. C'est ce que l'on essaie de faire dans ce cas précis, en déplaçant ce rocher, en transplantant la mousse. Et c'est aussi ce que le cuisinier est en train de faire dans la cuisine en ce moment même. Ce qu'il fait est tout aussi zen que ce que nous faisons nous. Et quand je vais aux toilettes pour faire mes besoins, c'est zen aussi. Si je le fais de tout mon cœur, totalement concentré sur la chose, alors c'est tout aussi zen que de replanter de la mousse. Lorsque la neige aura fondu, le jardin révélera l'intégralité de son visage. Quel rôle joue-t-il dans le quotidien des moines ? Je dirais qu'on pourrait s'en passer. Si on me demandait ce qui est plus important pour nous, le jardin zen ou le potager, je répondrais sans hésiter le potager. Quand je travaille au potager, il est bien entendu primordial que je veille à arracher les mauvaises herbes et pas les radis. Sinon, je n'aurais rien à manger. La communauté n'aurait rien à manger. Quand je ratisse le jardin zen, je suis concentré aussi. Mais au bout du compte, ce n'est pas vraiment important. Si des centaines de touristes venaient ici avec leurs appareils photo, alors là oui, il faudrait le faire pour les touristes. Mais c'est bien plus facile d'avoir du cœur à l'ouvrage dans le potager, car on sait que c'est cela qui nous nourrira. Retour à Kyoto, la métropole d'1 500 000 habitants, sur la piste d'oasis de calme et de verdure au milieu du béton. Elles sont pour la plupart bien cachées, dans de petites ruelles. Un jardin de thé devant un pavillon de thé. Le sado, la voie du thé, est l'une des 5 disciplines du zen. Et Soshusen, un maître de thé célèbre au Japon. Il supervise la préparation.
Certains maîtres de thé interviennent aussi dans la décoration de la pièce, la forme des bols à thé et de la bouilloire, partant du principe que tout est lié. Soshusen divertit également les invités. L'atmosphère est détendue et feutrée. Pour entrer dans le pavillon de thé, il faut passer par le jardin, lieu de préparation à la cérémonie. La superficie du jardin de thé est minuscule, et pourtant il paraît vaste, parce qu'une grande ingéniosité y est déployée. Par exemple, sur le chemin de rocher, les pierres ne sont pas alignées, elles sont en zigzag. Les arbustes sont plantés de façon à occulter l'horizon. Un étang a été créé pour évoquer un fleuve, mais on ne met pas d'eau dedans, car sinon il sera réduit à sa réalité. Les pierres sont une allégorie de l'eau, et ainsi l'étang donne une impression d'océan. Si on y met de l'eau et des carpes, il ne pourra pas évoquer autre chose. Ce qui ne se voit pas est très important. Je pense que cela mène à la notion de néant, de la religion zen. Traverser le jardin doit permettre aux hôtes de se débarrasser de leur fardeau avant de pénétrer dans la maison de thé. Leur cœur doit se purifier et retrouver la sérénité. Si la préparation du thé est soumise à des règles strictes, elle n'a rien de sacré. La cérémonie se déroule dans une harmonie totale, qui doit se répercuter sur les participants. Les gestes de chacun sont fixés à l'avance, afin qu'aucun élément distinctif ne divise les hôtes. Également appelé salle de thé sans toit, le jardin de thé est bien plus qu'un lieu de contemplation, agencé de manière artistique. Il fait partie intégrante de la voie du thé, de la purification intérieure. Si je parle de nettoyage, il ne s'agit pas seulement de rendre son environnement propre, de nettoyer ce qui est visible. Il s'agit de balayer à l'intérieur de son cœur. Dans le zen, le premier entraînement consiste en des travaux ménagers. Et le plus important est le nettoyage des toilettes. Faire spontanément ce que les autres rechignent à faire aide à purifier l'esprit. Dans le jardin, il ne s'agit pas seulement d'enlever les impuretés, mais de nettoyer l'intérieur de son cœur en nettoyant le jardin. On dit souvent que le zen, c'est le nettoyage. Le temple est astiqué, la salle de thé et le jardin de thé sont impeccables. Sur une colline à la périphérie de Kyoto se dresse le temple Shisendo, édifié il y a plusieurs siècles. Il a d'abord été la résidence de Josan Ishikawa, un ancien samouraï qui le fit construire en 1641 et ne cessa d'agrandir le jardin. C'est lui qui inventa le jeu d'eau en bambou, aujourd'hui devenu un standard dans les jardins japonais. Devant la véranda du bâtiment principal, une variante inhabituelle du jardin sec a été aménagée. En lieu et place des traditionnels rochers, des buissons d'azalées taillés très courts ont été disposés sur le gravier ratissé.
Ce jardin purifie le cœur des visiteurs du temple. Quand ils le quittent, ils ne sont plus tels qu'ils sont entrés. Leur esprit est apaisé. Le zen est une notion difficile à expliquer et à comprendre. La vocation des jardins zen est de poser des jalons, d'ouvrir la voie, là où ils sont et dans le cœur de ceux qui les contemplent.